brasserie du Pays Flamand. Super entreprise. On va peut-être placer le micro, on va le mettre au centre. Alors la brasserie du Pays Flamand, donc c'est une entreprise relativement récente. Il y a des brasseries qui sont centenaires, donc vous n'êtes pas tout à fait encore centenaire, ça va venir avec le temps. Vous incarnez parfaitement les objectifs de développement durable en fabriquant de la bière, et nous, on peut être consommateurs de bière durable. C'est quand même sympa, quoi. Donc on incarne de manière gustative nos engagements. Sympa, quand même. Vous êtes fondateur, Mathieu, de co-dirigeant de la brasserie. Vous êtes basé à Merville, vous proposez une grande variété de bières que le monde connaît maintenant stocké. On dira tout à l'heure la prochaine fois. Quels sont vos objectifs, quels sont vos engagements concrets en développement durable? Comment vous incarnez finalement les ODD? En fait, ça prend plusieurs formes forcément. Chez nous, en entreprise, on ne parle pas forcément ODD directement, on parle RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Ça peut paraître une notion un peu abstraite, mais ça donne aussi des outils et puis des axes forcément en lien avec les ODD. Et je dirais qu'il y a surtout le S qu'on oublie, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est là peut-être sur la partie E environnementale, et la partie sociale, sociétale qui est hyper importante. Alors nous, les axes qu'on a adoptés, je dirais, c'est dès la conception de la nouvelle brasserie à Merville. Alors on commence avec nos petits moyens, on prend ce qu'on a, on va dire, et chemin faisant, on se dit qu'on peut aussi effectivement agir concrètement. Et donc c'est de dire, on voulait lancer notre nouvelle brasserie dans les Flandres. Tout le monde nous proposait, quand c'est comme ça, les politiques viennent nous voir et nous disent j'ai une très très belle zone d'activité qui est extraordinaire, ok, et puis là on arrive et puis on est en plein champ. Alors des fois on se retrouve même sur la culture, et puis des fois on se retrouve même sur une culture d'orge. Alors vous allez comprendre mon raisonnement, c'est de dire mais attendez, je vais construire sur un champ d'orge qui est ma matière première. On se dit pas très logique tout ça. Et en plus, il faut beaucoup de VRD, donc de voirie, etc., pour arriver à en fait développer une terre agricole. Enfin, pour transformer une terre agricole, pardon, en zone d'activité. Donc pour nous, c'était hors de question, c'était inconcevable de s'installer là-dessus. Et on a eu la chance, en fin de compte, je dis bien une chance, de pouvoir s'installer sur un terrain pollué. Voilà, donc en fait une ancienne friche, là c'était l'anniversaire il y a quelques semaines d'AZF à Toulouse, et il faut savoir qu'à Merville il y avait un peu le même dispositif avec un même niveau de vétusté. Donc en fait après les accidents d'AZF à Toulouse, l'entreprise qui produit de l'engrais à Merville a dû s'arrêter. Et donc là, voilà un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec un vrai challenge de s'installer sur un terrain pollué avec tout ce que ça provoque comme difficulté, puisqu'en fait on va y faire vivre des gens, et les gens vont y travailler, donc est-ce que ces gens vont être impactés par l'ancienne pollution? Parce que la pollution, la nature fait bien les choses, on lessive les sols, mais à un moment donné la pollution reste. Et donc c'est de se voir, j'ai un passif, comment je le régénère quoi, quelque part. Et donc du coup, la phytoremédiation fait bien les choses, aussi la nature fait bien les choses. Et donc on a eu cette expérimentation de dire on va planter des choses qui vont concentrer ou diluer la pollution, mais au moins faire quelque chose avec la pollution, et en tout cas rendre le site plus beau. Parce qu'en fait quand on plante une prairie fleurie par exemple, c'est beau. Voilà. Et en plus c'est utile. Donc, puisque du coup, on se dit tiens, on met une prairie qui dépollue les sols, il y a des fleurs. Tiens, pourquoi pas mettre des abeilles. Et puis donc ça c'est des petits gestes comme ça qu'on a pu mettre en place. Et après c'est des choses beaucoup plus alors nous on s'inspire beaucoup de l'écolonomie. Je sais pas si ça vous parle, c'est un néologisme qui est une concentration, un mélange entre l'économie et l'écologie, vous l'aurez compris. Et moi ça m'inspire beaucoup parce que c'est de dire de l'écologie on en fait une économie. Et je vais vous donner un exemple très concret. Il y a mon fournisseur d'eau qui est là, Noréade. Alors il me fournit l'eau, mais surtout il s'occupe des traitements de l'eau. Voilà. Et le traitement de l'eau coûte très cher. On s'en rend pas compte, nous en tant que citoyens, on paye notre facture. C'est un fonctionnement collectif, donc globalement les petits pollueurs payent pour les gros pollueurs. Et puis ça va bien comme ça. Sauf que là, nous on paye, on a un calculateur de DBO, donc de concentration de biomasse dans ce qu'on rejette. Et plus notre eau est concentrée en biomasse, plus on paye cher. Voilà. On trouve ça normal, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et du coup, en fait, cercle vertueux qui s'est mis en place, c'est de dire mais je dépense de l'ordre de 30-40 000 euros par an d'assainissement. Et à côté de chez moi s'installe un méthaniseur. Alors, vous allez comprendre la mécanique. Un méthaniseur, ça fonctionne avec de la biomasse. Effectivement, avec les excréments des fermes, mais aussi avec tout ce que moi je vais rejeter dans la centrale d'assainissement. Donc ça va être mes résidus de levure, mes résidus de houblon, les drèches. Alors les drèches c'est facile puisqu'en fait c'est déjà un coproduit intéressant pour l'alimentation animale. Mais en tout cas les deux autres me coûtaient 40 000 euros par an. On fait venir un cabinet qui nous explique que globalement l'investissement pour récupérer cette biomasse va coûter 300 000 euros. On dit banco, on dépense ces 300 000 euros. Et en fin de compte, ces 300 000 euros là m'ont fait gagner 30 000 euros d'économie vis-à-vis de la société d'assainissement de Nouriade. Donc globalement, c'est de se dire cet investissement en 10 ans, il est plus que rentable. En plus, c'est maintenant que ça me fait des économies de 30 000, mais comme j'ai plutôt tendance à croître, mes besoins, mes charges DBO auraient eu tendance à croître également. Donc globalement, je me retrouve avec un investissement qui devient productif, en tout cas en économie. Voilà. Donc on transforme l'écologie en économie. Et donc on est sur un cercle vraiment vertueux. Et du coup c'est très important parce que vous montrez à la fois qu'on peut agir au niveau économique tout en contribuant plus que préserver d'ailleurs à restaurer l'environnement. C'est ça, oui, voilà, tout à fait. Donc, et en plus on peut travailler pour les déchets, donc les drèches, c'est ça, les transformer dans le méthane, en biogaz qui peut être utile, qui est injecté directement dans le réseau. C'est ça. Pour ensuite vous chauffer chez vous au biogaz. Voilà. Et donc, c'est ça. Et en fait, donc, et là, si on prend un peu plus de recul, nous on rêverait être neutre en carbone dans les prochaines années. Et donc, forcément, pour faire de la bière, il faut chauffer. Il faut porter à ébullition la bière. On utilise de la vapeur pour ça, de la vapeur qui est générée par du gaz. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Enfin, si, il y aura l'électrique. C'est moins efficace. Et du coup, forcément, en fin de compte, grâce aux drèches et qu'on méthanise, globalement, la création de gaz me rend quasiment autonome sur ma production de vapeur. Et donc, il y a un intermédiaire qui s'appelle forcément Engie, ou ça pourrait être un autre qui va... Parce que ça serait complètement aberrant de mettre un gazoduc entre chez moi et puis le méthaniseur. Mais en tout cas, voilà, mon économie, elle est fermée, elle est circulaire sur ce point. Ça, c'est génial. Après il y a d'autres choses. Alors je voudrais, je sais pas si je déborde trop ou je sais pas combien de temps j'ai, mais 10 minutes. Bon. Côté social, et j'aime bien l'un des piliers là, des ODD, donc le RSE, responsabilité sociétale, environnementale, c'est de dire, alors moi je viens de la banque, où effectivement, là pour le coup, c'est pyramidal en termes de hiérarchie. On parlait sur le règne animal, mais en tout cas, on reproduit ce qu'on est sur le règne animal, on le reproduit souvent en entreprise, avec des directions, des surdirections, des managers, et donc ce côté très descendant et condescendant parfois. Jeu de mots, non? Vous l'avez, hein, bref. Et du coup, moi je ne voulais pas reproduire. Ouais, c'est ça. Et je voulais absolument pas reproduire ça parce que pour moi c'était une forme de blocage. Et je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais professionnellement. Et en plus dans la banque, on peut se poser la question parfois de jusqu'où on va. Mais en tout cas aujourd'hui notre management et Olivier, mon associé, parce qu'on est, comme vous le disiez, on est deux associés. Mon associé a exactement le même schéma mental, je dirais, où en fin de compte on va organiser les choses de manière un peu plus libérée. Pas libérale mais libérée. On va libérer les énergies. Notre organigramme il n'est pas pyramidal, ce sont des ronds. Pareil, c'est pour ça que je souriais, parce qu'en fin de compte, c'était de se dire mais comment parce que forcément quand on fait des demandes de subventions ou des demandes de prêts bancaires, on nous demande mais donnez-moi votre organigramme. Sauf que moi j'ai pas d'organigramme, j'ai des gens qui interagissent entre eux et puis qui ont des responsabilités. Un brasseur va pas faire de la comptabilité et l'inverse non plus. Donc, mais par contre, ce sont des cercles concentriques, des cercles qui interagissent entre eux. J'aime bien prendre ce cercle des 3 couleurs primaires qui font des couleurs entre elles. Et ça, là mon organigramme. C'est-à-dire qu'en fait, on va interagir ensemble et on va créer d'autres choses et puis on va se mettre d'accord sur
sur de l'amélioration continue, c'est comment on peut faire mieux les choses. Et du coup, je pense qu'on est aussi efficace, nous, mon succès en tout cas, je suis sûr que je le dois à cette forme d'organisation. Ça, j'en suis aujourd'hui intimement convaincu. C'est grâce à cette planification de la hiérarchie qu'aujourd'hui on est le meilleur bière du monde. Je vais utiliser un... Et c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai. On est, oui, mais justement, pour être les meilleurs dans son domaine, voilà, dans l'intérêt de tous. Hein. C'est important, alors je vais utiliser un mot qu'on peut, mais l'intelligence collective. Exactement, on le travaille beaucoup ça. Ah, tout à fait. Donc tout le monde est intelligent, et si on est 10, on est 10 fois plus intelligent. Quoi. Voilà, c'est ça, ça veut dire. On va moins vite, mais on va plus loin. C'est ça. Voilà. Mais on va plus loin, effectivement. Merci pour ce témoignage. Alors, j'ai vu aussi que vous étiez engagé au niveau sociétal, dans les clowns de l'espoir, au niveau hospitalier. Alors, en fait, j'ai cherché sur le site. Hein. Ouais, c'est bien. Alors, les clowns de l'espoir et d'autres, en fait, pareil, dans cet esprit collaboratif avec nos salariés, on a demandé, en fait, on a mis en place un système où donc ça s'appelle Anostoké Freestyle. Donc freestyle, c'est on fait ce qu'on veut globalement. Donc c'est des salariés qui vont se réunir de différents services parce que on est 35 personnes, mais des fois les gens se connaissent pas, ou se connaissent mal, ou ont des a priori. Donc c'est de faire réunir justement le secrétaire dont je parlais, le brasseur et puis le logisticien. Ils se réunissent à 3, ils se mettent d'accord sur une recette. Ils se mettent d'accord sur un visuel, donc ils peuvent faire appel aussi, et là c'est aussi inclusif aussi par rapport à comment on fait rentrer l'art dans notre économie aussi, c'est de dire on va payer un artiste qui mériterait peut-être d'être connu et puis qui a envie de produire quelque chose sur nos étiquettes. Et en plus ils auront un petit budget pour pouvoir effectivement donner à l'association apolitique, je précise, qu'ils souhaitent. Donc en fait on a eu les clowns de l'espoir. On a eu, quand ça a explosé aussi, décidément, on va faire l'explosion, mais au Liban, on a donné aussi au Liban. On l'a pas fait savoir parce que il y avait au Liban, il y avait des investisseurs avec des connotations religieuses. Vous aurez compris. Alcool et certaines religions, ça va pas ensemble. Et et puis d'autres associations, alors ça peut être aussi sur le développement durable, sur les jardins du cygne qui sont ici présents, on leur a donné un petit coup de pouce. Chacun choisit une association comme bon lui semble. On a un pompier, donc il a jugé utile de donner un petit chèque au pupille des pompiers. Voilà. Alors si je ne me trompe, il y a aussi un moyen pour vos consommateurs d'être acteurs du développement durable chez vous par l'emploi des bouteilles. Ah oui, tout à fait. Alors ça c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous savez que nos voisins, à quelques kilomètres d'ici, il y a le réseau de consignes qui marche très très bien. En Belgique, ça a toujours existé. Aujourd'hui, c'est en train de se construire, ça fondamentalement. Le marché français est complexe, puisqu'en fait, il y a un gros opérateur entre deux qui s'appelle la grande distribution. Si vous allez leur ramener vos bouteilles vides, pas sûr qu'ils soient ravis. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des initiatives qui existent pour qu'on essaye justement de faire un deal gagnant-gagnant avec la grande distribution. Par exemple, on travaille avec la Déconsigne qui met des machines à disposition de la grande distribution. Vous mettez vos bouteilles et vous avez un bon d'achat. Lequel bon d'achat vous le dépensez au magasin parce que surtout, il ne faudrait pas que la grande distribution perde la moindre marge. Donc, et du coup, en fait, nous, ces bouteilles-là, en fait, on veut les récupérer à terme, puisqu'aujourd'hui, ce qui est rare et cher, le prix de l'énergie explose, toutes les matières premières explosent en ce moment, les cours de matières premières. Donc, plus que jamais, je reviens à l'économie, on aura besoin de ce gisement qu'est la bouteille vide. Voilà, ce trésor aujourd'hui qu'on jette, qui a fondu. Alors aujourd'hui, il y a un taux de recyclage qui est très bon, qui est parfait. Je pense qu'on est des bons élèves en termes de recyclage. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, parce qu'en fait, le recyclage, c'est beaucoup de chaleur générée pour refondre la bouteille. C'est beaucoup d'eau aussi pour refroidir la bouteille. Alors qu'aujourd'hui, réemployer la bouteille, c'est la nettoyer avec des machines aujourd'hui performantes qui consomment moins d'énergie et qui consomment assez peu d'eau. On dit toujours qu'il faut utiliser la machine, le lave-vaisselle, vous consommerez moins d'eau, vous consommerez moins d'eau qu'à faire la vaisselle vous-même. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut régénérer l'eau qu'on utilise pour laver les bouteilles. Merci Mathieu pour ce témoignage et sur ce dernier exemple des consignes.
Alors, on voit que ça permet en fait une réduction énergétique très importante, hein, parce que recycler, nettoyer les bouteilles plutôt que de les recycler, de refabriquer des bouteilles, c'est beaucoup moins énergivore. En plus, c'est intéressant pour le consommateur. Hein. Et en plus, dernier élément, ça crée de l'emploi. Tout à fait. Directement, tout ça pour... Et c'est très vrai. Et des emplois locaux et des emplois aussi, typiquement pour faire un tri, on va pouvoir aussi offrir des emplois simples à des entreprises adaptées. Voilà, un CAT, nous on travaille régulièrement avec le CAT d'Asbrook pour faire des emballages, voilà, ça donne quand même du travail à des gens qui n'ont pas forcément la chance, qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé comme nous on peut l'être. Alors en un seul exemple, on voit l'incarnation finalement d'une majorité des 17 objectifs. C'est assez fou, quoi. Donc on peut vraiment décliner tous les objectifs, tout ça, ça fait système en fait. Hein, c'est pas un jour je fais de l'environnement, un deuxième jour je fais de l'économie, etc. Tout ça c'est imbriqué. C'est aussi un changement radical par rapport à la vision d'avant, cette imbrication.